Je n'aurais jamais imaginé vivre assez longtemps pour voir mon propre fils me traiter comme un intrus dans la maison que je l'ai aidé à acquérir. Le salon était bondé, frères et sœurs, neveux, même ma belle-fille. Tous regardaient en silence pendant qu'il pointait vers la porte, le visage rouge, les veines du cou saillantes. « Sors de chez moi, maintenant !» Les mots tranchaient l'air comme une sentence. J'ai senti ma poitrine se serrer, non pas à cause de l'expulsion elle-même, mais à cause de la façon dont personne ne s'est levé pour dire que c'était mal. Personne. J'ai saisi ma canne, essayant de maintenir la dignité qui me restait, et j'ai fait 2 pas vers la porte. 2 pas, parce qu'au 3e, la sonnette a retenti. Un son fort, sec, presque impatient. Mon fils s'est figé. Tout le salon est devenu muet, comme si le temps avait été interrompu par cette sonnerie. Quand la porte s'est ouverte et que l'insigne de la gendarmerie a brillé devant tout le monde, ce n'est pas moi qui ai perdu pied, c'était lui. Et à cet instant, sans que je dise un mot, tout, absolument tout, s'est retourné contre lui. Quand le gendarme a franchi la porte, mon fils a perdu toute la posture arrogante qu'il avait quelques secondes auparavant. Il a essayé d'ajuster son col, de forcer un sourire, de cacher ses mains tremblantes dans son dos. Mais le regard du gendarme n'était pas sur lui, il était sur moi. « Monsieur, l'appel que nous avons reçu provenait d'ici. Nous devons parler avec vous immédiatement. » Le salon est devenu un désert. Tout le monde me regardait comme si soudain, j'étais quelqu'un de très différent du vieil homme fragile qui était là, humilié quelques minutes auparavant. Mon fils a tenté d'intervenir. Il confond les choses. Mon père ne. Le gendarme a levé la main, ferme. Nous savons qui a passé l'appel, et nous savons qui a essayé de l'en empêcher. Mon fils a pâli. Ma belle-fille a détourné le regard. Les plus jeunes ont reculé d'un pas, comme s'ils étaient face à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas complètement. Moi, j'ai simplement respiré profondément. Pendant des années, j'ai avalé les mots, les agressions voilées, le mépris. Pendant des années, j'ai vécu comme un fardeau, pas comme de la famille. Mais ce matin-là, quelque chose avait finalement changé. Et ce n'est pas moi qui avais changé. C'étaient les conséquences qui avaient finalement trouvé la bonne destination. Le gendarme m'a invité à sortir de la maison, non pas comme quelqu'un d'expulsé, mais comme quelqu'un de protégé. Mon fils a essayé de saisir mon bras dans un geste désespéré, presque théâtral. « Papa, attends, laisse-moi t'expliquer. » Sa voix tremblait, mais le gendarme a été plus rapide. « Vous n'allez pas le toucher. Nous savons déjà ce qui s'est passé. » Et alors, devant tout le monde, est venue la phrase qui a déchiré le silence. « Vous faites l'objet d'une enquête pour négligence, coercition et détention indue de biens. » L'impact a été immédiat. Ma belle-fille a porté sa main à sa bouche. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Mon petit-fils a demandé à voix basse ce que cela signifiait. Moi, je suis resté immobile. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin de me défendre. Les faits le feraient pour moi. Le gendarme m'a accompagné jusqu'à la voiture. J'ai entendu mon fils appeler mon nom, la voix brisée, implorant une chance, un pardon, quelque chose qu'il ne m'avait jamais offert. Le respect. Mais je n'ai pas regardé en arrière, pas cette fois. En entrant dans la voiture de la gendarmerie, le gendarme s'est tourné vers moi. « Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur. Beaucoup de gens vivent cela et restent silencieux. Vous ne l'êtes pas resté. » J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une vengeance. C'était simplement la fin d'année de silence. Et le début, enfin, d'être traité comme quelqu'un qui mérite la dignité. Alors, pendant que la porte de sa maison se refermait derrière moi, j'ai compris. Parfois, la vie se retourne contre celui qui a toujours cru pouvoir tout faire, au moment où il s'y attend le moins. Mon nom est Étienne Moreau, j'ai 80 ans. Je suis né à Lyon. J'ai grandi entre les livres, les vins bon marché et l'entêtement typique des Français qui ont survécu aux guerres, aux révolutions personnelles et aux familles compliquées.
J'ai toujours cru que la discipline et le respect étaient des piliers immuables, et c'est peut-être pour cela qu'il m'a fallu si longtemps pour admettre que mon propre fils avait oublié ces valeurs, ou pire, qu'il ne les avait jamais apprises de moi. Pendant que la voiture de la gendarmerie s'éloignait de sa maison, j'ai senti le poids des années dans mes mains. Ce n'était pas de la fatigue, c'était de la conscience. La conscience qu'à 80 ans, j'affrontais enfin ce que j'avais toujours évité, la vérité sur l'homme qu'était devenu mon fils. Et cette vérité brûlait plus que n'importe quel hiver français. Le gendarme qui m'accompagnait, un homme à l'expression austère qui semblait garder plus d'histoire qu'il n'en racontait, a rompu le silence. « Monsieur Moreau, tout a commencé avec le rapport de l'assistante sociale. L'appel que nous avons reçu n'a fait qu'accélérer le processus. J'ai fermé les yeux un instant. Rapport, assistante sociale, processus. Des mots qui ne devraient pas appartenir à la vie d'un homme qui a consacré des décennies à élever un fils seul. Mais ils étaient là, comme des pierres jetées contre une fenêtre fragile. Et qu'est-ce qui a exactement été rapporté ? Ai-je demandé, maintenant la dignité que j'ai apprise trop tôt, quand j'ai dû devenir un homme avant l'heure. Le gendarme a hésité, seulement une seconde, et cette hésitation a suffi pour déclencher mon alarme. Nous préférons que vous entendiez directement au commissariat. C'est délicat. Le mot est resté suspendu dans l'air, lourd, inconfortable, délicat. Quand quelqu'un évite de dire quelque chose, c'est généralement parce que cela fait plus mal que n'importe quelle vérité dite directement. Nous sommes arrivés au bâtiment de la Gendarmerie nationale, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, un bâtiment de pierre grise qui avait vu passer des générations de drames français. La sensation d'y entrer n'était pas de la gêne, mais de libération, une étrange forme de soulagement, comme si la vie me rendait enfin une justice perdue en chemin. J'ai marché lentement dans le couloir, ma canne marquant chaque pas comme une horloge ancienne, insistant pour rappeler le temps qu'il reste encore. Dans la salle de réunion, 2 personnes m'attendaient, une assistante sociale du département du Rhône et un homme en costume sombre, avec un dossier si organisé qu'il ressemblait à une publicité de papeterie. L'assistante sociale a souri avec empathie, ce genre de sourire qui s'excuse presque avant même de parler. « Monsieur Moreau, le rapport a été ouvert après plusieurs signalements concernant votre fils. » Des signalements ? Le mot est sorti plus froid que je ne l'avais prévu. Elle a hoché la tête et a fait glisser quelques papiers sur la table, mais a gardé un en particulier entre ses mains, comme s'il contenait de la dynamite émotionnelle. Votre fils a été accusé de manipuler vos documents, de restreindre votre accès aux ressources et d'essayer de vous faire placer sous tutelle. Pendant un moment, je n'ai pas ressenti de colère, je n'ai pas ressenti de tristesse, j'ai ressenti du vide, le genre de vide qui ne crie pas, il consume simplement. Et il y a plus, a dit l'homme en costume, il y a toujours plus. Quelqu'un du voisinage a enregistré des situations où il criait sur vous, des épisodes répétitifs, des humiliations documentées. Chaque mot serrait autour de ma poitrine comme une corde invisible, et pourtant je suis resté droit, comme un vieux chêne français fatigué des tempêtes. Nous voulons garantir votre sécurité, a continué l'assistante sociale. Mais d'abord, vous devez savoir, votre fils a essayé de transférer une partie de vos biens à son nom, sans votre autorisation. Il a contacté votre notaire à Lyon en se faisant passer pour vous. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur, ferme, têtu, refusant de céder. J'ai respiré profondément. À 80 ans, j'ai appris qu'il y a des moments où le destin nous arrache de la passivité et nous jette devant ce que nous évitons toute notre vie. Alors faisons ceci, ai-je répondu avec le calme de quelqu'un qui a déjà vu des guerres de près et des tempêtes de l'intérieur. Je veux voir chaque document, chaque enregistrement, chaque rapport. Si mon fils a choisi de marcher sur ce chemin, alors je marcherai sur le mien. L'assistante sociale m'a regardé avec surprise. Elle s'attendait peut-être à de la fragilité. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris en 8 décennies, c'est que la vieillesse ne nous affaiblit pas, elle nous révèle. Parce que maintenant, finalement, l'histoire n'était pas seulement ce que mon fils avait fait.
C'était ce que j'allais faire ensuite. Quand les documents ont été placés devant moi, j'ai senti mon cœur battre plus lentement. Non par peur, mais par reconnaissance. Le genre de reconnaissance que seul quelqu'un qui a déjà traité avec des farces, des contrats et des coups émotionnels peut identifier immédiatement. J'ai regardé l'assistante sociale et avant même qu'elle n'explique, je savais déjà. Mon fils avait falsifié ma signature. Et ce n'était pas une falsification amateur. C'était un travail soigné, entraîné, pratiqué. Cela, pour moi, a été le pire coup, parce que personne ne s'entraîne à trahir son propre père par accident. J'ai respiré profondément, et ils l'ont remarqué. « Monsieur Moreau, vous semblez comprendre plus que nous ne l'imaginions. » Je les ai regardés tous les deux calmement. Quand je vivais à Paris, dans le Marais, avant de revenir à Lyon, j'ai travaillé pendant des décennies dans un petit cabinet juridique près de la place des Vosges. Pas comme avocat, je n'en voulais pas tant, mais comme l'homme qui révisait chaque détail, chaque virgule, chaque signature. Je connais l'odeur de la fraude, elle reste sur les bords. La surprise sur le visage des deux a failli me faire sourire. Les gens regardent un vieil homme de 80 ans et s'attendent à de la fragilité. Ils oublient que les vieux portent des histoires aiguisées. « Il y a autre chose que vous devez voir », a dit l'homme en costume sombre, poussant un autre dossier. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé des relevés bancaires de la Société Générale et du Crédit Lyonnais, des mouvements récents, des transferts suspects, des achats coûteux que je n'avais certainement jamais faits. Et là se trouvait le détail qui a tout lié. Mon fils utilisait mon nom pour m'endetter, pendant qu'il construisait une vie confortable pour lui. Des retraits importants en euros, des paiements pour une nouvelle Peugeot, même des réservations dans des restaurants étoilés Michelin à mon nom. Pendant un moment, j'ai fermé les yeux. Non par faiblesse, mais pour retenir la fureur qui montait lentement, comme une eau sombre. L'assistante sociale s'est penchée. « Monsieur Moreau, vous courez un risque. Nous devons immédiatement garantir un endroit sûr où vous pouvez rester. » J'ai levé la main. « Merci, mais d'abord, je veux juste passer un coup de fil. » Tous deux ont acquiescé et j'ai composé un numéro ancien. Un numéro que je n'avais pas appelé depuis plus de 10 ans. Quand la voix de l'autre côté a répondu, j'ai senti quelque chose serrer ma poitrine. Non pas de la douleur, mais de la mémoire. « Jean-Pierre ?» ai-je demandé. « Étienne ? Mon Dieu, tu es vivant ?» J'ai respiré profondément. Plus vivant que jamais, et j'ai besoin de ton aide. La même aide que je t'ai offerte à l'époque. De l'autre côté de la ligne, silence. Puis, un soupir lourd. « Dis-moi où tu es. »« J'arrive. » Quand j'ai raccroché, j'ai remarqué les regards curieux. « Qui était-ce » a demandé le gendarme. J'ai ajusté mon manteau lentement. « Un ami, et un homme qui doit quelques faveurs. » Le gendarme a plissé les yeux. « Quel genre de faveur ?» J'ai regardé vers la porte, vers le couloir, vers l'avenir qui bougeait enfin dans ma direction, le genre qui change le cours d'une histoire. L'horloge sur le mur semblait le marquer non pas en secondes, mais en battements d'anxiété. Chaque tic résonnait dans le couloir du commissariat avec un poids étrange, comme s'il annonçait quelque chose pour lequel personne n'était préparé. Je me suis assis en silence, observant les mouvements, les pas, les regards rapides. Les gendarmes savaient que quelque chose de plus grand arrivait. Je le savais aussi. Nous ne savions simplement pas l'ampleur de cela. Jean-Pierre a toujours été ainsi, imprévisible, silencieux, efficace. Un homme qui apprenait plus en écoutant qu'en parlant, et surtout, quelqu'un qui n'apparaissait jamais sans raison, et n'apparaissait jamais les mains vides. C'est pourquoi, quand la porte vitrée du commissariat s'est ouverte et que j'ai vu cet homme grisonnant, élégant, portant un foulard Hermès et un manteau Burberry, avec le même regard aiguisé que j'ai connu il y a des décennies, mon cœur n'a pas battu plus fort. Il est resté attentif. Il a marché jusqu'à moi sans regarder sur les côtés, comme si rien d'autre n'existait dans l'environnement. « Étienne » a-t-il dit, d'un ton qui mélangeait surprise, nostalgie et une légère touche d'urgence. « Tu as mis du temps » ai-je répondu sans me lever. Non par orgueil, par prudence. Jean-Pierre a souri du coin, ce sourire qui signifiait toujours deux choses en même temps. Je suis là
Et tu n'as aucune idée de ce que je sais. Il s'est assis à côté de moi et a murmuré bas, pour que personne n'entende, « J'ai reçu tes anciens messages, et j'en ai reçu d'autres aussi. Il semble que ton fils ne sait pas avec qui il s'est mis. » L'assistante sociale, qui observait de loin, s'est approchée avec prudence. « Monsieur Moreau, c'est un ami », ai-je répondu avant que Jean-Pierre n'ouvre la bouche. Il a compris et a gardé le silence. Le gendarme a froncé les sourcils, méfiant. « Vous avez le droit à un accompagnement, mais nous devons savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit maintenant, » a interrompu Jean-Pierre, maintenant le ton respectueux, mais non négociable. « D'abord, je veux voir les documents. » Et alors, quelque chose a changé dans la salle. Ce n'était pas un son, c'était une perception. Jean-Pierre portait avec lui une sacoche en cuir ancienne de chez Longchamp, marquée par le temps. Il l'a posée sur la table lentement, avec le calme de quelqu'un qui offre des preuves, ou une menace. « Ceci, » a-t-il dit en ouvrant la sacoche, « c'est ce qu'on ne montre pas avant d'être sûr que personne ne va détruire les preuves. » Le gendarme, qui jusqu'alors semblait avoir tout sous contrôle, s'est penché pour mieux voir. Et ce que Jean-Pierre en a retiré a changé l'air. C'étaient des copies de contrats, d'anciennes signatures, des documents français portant des sceaux de la République et des tampons officiels du ministère de la Justice. Des documents que mon fils ignorait clairement. Des documents que je n'aurais jamais imaginé revoir. « Monsieur Moreau », a dit le gendarme, maintenant avec un ton complètement différent. « Qu'est-ce exactement vous avez apporté ?» Jean-Pierre m'a regardé avant de répondre, comme s'il demandait une permission silencieuse. J'ai acquiescé. Il a posé une enveloppe scellée sur la table. « Des preuves, » a-t-il dit, « et ce ne sont pas seulement contre son fils, mais contre des personnes qui l'ont influencé. » La salle est devenue complètement immobile. « Comment as-tu obtenu cela ?» ai-je demandé, bien que j'imagine déjà la réponse. Il a respiré profondément. « Parce qu'il y a des années, tu m'as sauvé de tout perdre. Quand j'étais au bord de la faillite à Paris, quand mes créanciers allaient tout prendre, tu as été le seul à me prêter de l'argent sans intérêt, sans jugement. Et maintenant, Étienne, c'est mon tour. » L'assistante sociale a écarquillé les yeux. Le gendarme a avalé difficilement. J'ai senti mon monde, qui semblait s'effondrer, commencer à se réorganiser devant moi. Et avant que quelqu'un puisse poser d'autres questions, Jean-Pierre a complété. « Mais il manque encore la pièce principale. Elle sera livrée ici aujourd'hui, et quand cela arrivera, il m'a regardé directement dans les yeux, comme s'il préparait mon esprit pour un tremblement de terre. L'histoire change complètement. La sonnette du commissariat a sonné à ce moment précis. Tout le monde s'est retourné. Jean-Pierre a souri. C'est arrivé. La porte du commissariat s'est ouverte lentement, comme si la personne de l'autre côté savait que chaque seconde de retard augmentait le suspense dans cette salle. Jean-Pierre n'a pas détourné le regard. Il est resté immobile, les mains croisées, l'air de quelqu'un qui prévoyait exactement ce qui était sur le point de se passer. Le gendarme a fait 2 pas en avant, et alors nous avons vu la silhouette entrer. Une femme, de posture rigide, cheveux attachés en chignon strict, expression sérieuse, trop sérieuse pour une simple visite. Dans ses mains, elle portait une mallette noire, fine, mais scellée avec un sceau officiel de la République française. Un de ces sceaux que personne n'ose ouvrir sans permission. Elle a marché directement vers nous, sans regarder sur les côtés. Je suis venu parler avec monsieur Étienne Moreau. Mon nom dans sa voix sonnait lourd, comme s'il portait plus que de la reconnaissance. Il portait de la responsabilité, peut-être de la dette, peut-être de la révélation. « C'est moi », ai-je répondu, essayant de paraître plus ferme que je ne me sentais. À 80 ans, j'ai appris que la fermeté n'est pas l'absence de peur, c'est marcher malgré elle. La femme s'est arrêtée devant la table, a posé la mallette scellée et a dit « Ce document a été demandé il y a des semaines. Il vient d'être finalisé aujourd'hui. Et comme indiqué ici, il modifie complètement le cours de cette affaire. » Le gendarme, confus, a croisé les bras. « Modifier comment ?» Elle a ouvert lentement le sceau. Non pas comme quelqu'un qui révèle des papiers,
mais comme quelqu'un qui révèle des destins. Jean-Pierre s'est penché légèrement, suffisamment pour que je sache qu'il avait déjà une intuition de ce dont il s'agissait. De l'intérieur de la mallette, elle a retiré une feuille avec le blason français en haut. Liberté, égalité, fraternité. Mon cœur a reconnu avant même mon esprit. C'était le sceau du ministère de la Justice. Document français, officiel, ancien et renouvelé. La femme a respiré profondément et a expliqué « Monsieur Moreau, votre dossier de citoyenneté française n'a jamais été clos. Au contraire, il a été automatiquement mis à jour parce que vous figurez comme héritier direct d'une propriété dans la région du Rhône, appartenant à votre frère, décédé l'année dernière. » Le monde a semblé s'arrêter. Rhône, mon frère, propriété, héritage. Des mots que je n'ai pas entendus, pas imaginés, pas rêvés depuis des décennies. « Il y a plus », a-t-elle dit, comme si chaque page cachait une bombe silencieuse. Votre nom apparaît comme unique bénéficiaire, terres extensives dans la région de Beaujolais, vignobles produisant du Côte-du-Rhône, économie accumulée dans des comptes à la BNP Paribas. Jean-Pierre a fermé les yeux un instant, satisfait. « Je te l'avais dit », a-t-il murmuré. « La pièce qui manquait. » Le gendarme m'a regardé avec un respect qu'il n'avait pas auparavant. L'assistante sociale a porté sa main à sa poitrine, surprise. Et moi, j'ai ressenti un mélange difficile à expliquer. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la tristesse. C'était une reconnaissance profonde de quelque chose que la vie, pour une raison quelconque, avait gardé pour moi au moment exact où j'en avais le plus besoin. La femme a continué. Votre fils a essayé de devancer ce document. Il a fait des démarches basées sur l'hypothèse que vous ne découvririez rien. Mais maintenant, tout est enregistré officiellement, et cela change l'affaire pénale. Jean-Pierre a complété d'une voix basse. Maintenant, vous n'êtes pas seulement un père âgé humilié. Vous êtes le légitime héritier d'un patrimoine international, et toute tentative de vous manipuler devient encore plus grave. La femme a fermé la mallette, et ses derniers mots ont été comme un marteau. Votre fils sera convoqué aujourd'hui même. Le gendarme m'a regardé. Souhaitez-vous être présent lors de son audition? Mon cœur a battu plus fort, non par vengeance, mais par clarté. J'ai respiré profondément, après tant d'années silencieux, tant d'années à avaler des humiliations, tant de décennies à essayer d'éviter les conflits. J'ai enfin compris ce que je devais faire. « Oui », ai-je répondu, « je veux être là quand il affrontera la vérité. » Jean-Pierre a posé sa main sur mon épaule, ferme, comme quelqu'un qui scelle un pacte silencieux. « L'histoire est en train de changer, Étienne. Et maintenant, commence la partie où tu récupères tout ce qui t'appartient. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose grandir en moi. Pas de la colère, pas de la haine, mais de la force. La force d'un homme que la vie a essayé de faire taire, mais a échoué. Le commissariat semblait respirer avec moi. Chaque lumière fluorescente clignotait lentement. Chaque voix lointaine semblait étouffée, comme si le monde avait décidé de baisser le volume pour que je puisse entendre seulement ce qui importait vraiment. Jean-Pierre restait à mes côtés, rigide, le menton légèrement tendu, une tension qui, je le réalisais maintenant, n'était pas de la peur, c'était de la préparation. Il attendait quelque chose, attendant le moment exact où les pièces s'emboîteraient, et alors la porte s'est ouverte. Ce n'était pas un mouvement brusque, c'était lent, calculé, comme si la personne de l'autre côté savait que chaque centimètre ajouterait plus d'attente à cet instant. La femme qui est entrée avait une posture d'autorité. Elle ne souriait pas, n'a salué personne. Elle a simplement marché comme quelqu'un qui apportait avec elle quelque chose capable de modifier des destins. Dans ses mains, une mallette noire scellée avec de la cire rouge. Une cire ancienne, avec des marques que j'ai reconnues au moment même où mes yeux ont touché le symbole. C'était le blason de ma famille. Rhône, Lyon, la lignée Moreau. La femme s'est approchée sans détourner le regard. « Monsieur Étienne Moreau, ce document est pour vous, et conformément aux instructions françaises, il doit être remis directement entre vos mains. » L'assistante sociale a haleté doucement.
Le gendarme s'est approché, curieux. Jean-Pierre a penché son corps vers l'avant, comme un animal qui pressent l'odeur de son propre passé émergeant du sol. Quand j'ai touché le seau, j'ai senti quelque chose en moi trembler. Pas de la peur, de la mémoire. Le genre de mémoire qui revient non pas comme un souvenir, mais comme un poids que vous pensiez avoir oublié. J'ai rompu la cire lentement, et la lettre est tombée sur la table. L'écriture était nette, élégante, ferme, l'écriture de mon frère. Étienne, si cette lettre t'est parvenue, c'est parce que les circonstances ont rendu inévitable ce que j'ai craint pendant des années. Ma poitrine s'est serrée. J'ai continué à lire. Le patrimoine de la famille est maintenant à toi. Terre, vignoble, investissement. Mais ce n'est pas de cela que je dois t'avertir. Pendant des années, j'ai reçu des messages concernant quelqu'un qui profitait de ton âge, de ta confiance et de ton silence. Le mot silence semblait pulser comme un rappel cruel. Jean-Pierre a respiré profondément, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Je n'ai pas réussi à découvrir qui c'était, mais j'ai laissé des instructions claires pour que le ministère de la Justice libère des documents complémentaires lorsque cette enveloppe serait ouverte. La femme a ouvert la deuxième enveloppe, une plus étroite, plus rigide, et en a retiré une feuille, avec un seul nom écrit en lettres fermes et sévères. Jean-Pierre Delacroix. L'air a quitté la salle comme si quelqu'un avait tiré un rideau invisible. Mon corps est resté immobile, mais mon âme a semblé avancer de quelques mètres sous le choc. Jean-Pierre a gardé le regard fixé sur la feuille. Il n'a pas nié, n'a pas détourné le regard, ne s'est pas défendu, et c'était pire. Le gendarme s'est approché d'un pas. « Monsieur Delacroix, vous êtes mentionné comme impliqué dans des mouvements irréguliers liés à Monsieur Moreau. » L'assistante sociale a porté sa main à sa bouche. J'ai finalement parlé, avec une voix qui ne semblait même pas être la mienne. « Jean-Pierre, est-ce vrai ?» Il a fermé les yeux, lentement, comme quelqu'un qui accepte une longue et silencieuse chute. « Oui, Étienne, c'est vrai, mais pas de la façon dont tu penses. » La salle est devenue tendue. Il a respiré profondément, a posé ses mains sur la table et a parlé d'un ton fatigué, mais honnête. « Ton fils m'a contacté il y a des mois. Il savait pour l'héritage français probable. Il savait pour les documents qui étaient sur le point d'être libérés. Il croyait que tu ne découvrirais rien. Et il m'a offert de l'argent pour obtenir un accès anticipé au registre. » Ma poitrine brûlait. « Et tu as accepté ?» ai-je demandé, chaque mot sortant comme une lame. « Non, j'ai refusé. Mais il a insisté. Et quand j'ai refusé, il m'a menacé. » Jean-Pierre a respiré profondément, le regard lourd. « Il a découvert quelque chose de ton passé, quelque chose que tu n'as jamais raconté, quelque chose que seules quelques personnes en France savaient. La tension a grandi comme un mur, se refermant autour de nous. Et qu'a-t-il découvert ?» Ma voix est sortie faible, mais ferme. Jean-Pierre a hésité seulement une seconde. Cette seconde a semblé durer une année entière. Et alors il a dit, il a découvert que vous n'êtes pas seulement père et fils. Silence total. Il y a une autre personne, quelqu'un de ta famille, que tu as gardé secret pendant plus de 50 ans. Mon cœur a failli s'arrêter un instant. Étienne. Jean-Pierre a baissé le ton. Il a découvert que tu n'es pas le seul Moreau vivant de ta génération. L'assistante sociale s'est étranglée. Le gendarme a écarquillé les yeux. Je suis resté sans air, et Jean-Pierre a complété d'une voix grave. Ton frère n'était pas ton seul frère. Pendant un instant, le monde a semblé perdre toute logique. Je suis resté immobile, fixant Jean-Pierre, comme si chaque mot de lui n'était pas seulement une révélation, mais un couteau tournant lentement dans la vérité que j'avais toujours cru porter. Un autre frère? La phrase a résonné en moi comme un murmure ancien, nié pendant des décennies. Jean-Pierre a maintenu le regard ferme, non pas comme un accusateur, mais comme quelqu'un qui se voit finalement forcé de livrer une vérité trop lourde à garder seul. Oui, Étienne, et il ne s'agit pas seulement d'un frère, il s'agit du maillon perdu de la famille Moreau, le maillon que ton père n'a jamais admis et que ton frère a essayé de protéger.
L'assistante sociale était immobile, regardant de l'un à l'autre comme si l'air avait évaporé. Le gendarme consultait rapidement les papiers, cherchant un indice, un nom, une date. Mais il n'y en avait pas, parce que ce nom n'aurait jamais dû exister. « Explique », ai-je demandé, la voix tendue et trop basse pour quelqu'un de mon âge. Jean-Pierre s'est assis. Pour la première fois depuis que je l'avais retrouvé, il paraissait vieux, plus vieux que moi même. Chargé. Ton père, Étienne, a eu un fils avant d'épouser ta mère. La phrase est tombée comme une pierre dans l'eau, profonde, lourde, avec des vagues qui ne cessent de grandir. Il n'a jamais reconnu ce fils, ne lui a jamais donné le nom de Moreau. Mais ta mère le savait, et ton frère le savait, et sais-tu pourquoi il ne te l'a jamais dit? Mon cœur battait trop vite pour un homme de 80 ans. Parce que tu étais la fierté de ton père, et cet autre fils était la tâche. Le mot tâche a fait mal d'une manière que je n'imaginais pas possible. Mais, a continué Jean-Pierre, ce fils a grandi, a créé sa propre vie, sa propre famille, et des années plus tard a eu un fils. Le gendarme a levé la tête. Un petit-fils illégitime de la famille Moreau. Jean-Pierre a confirmé d'un lent hochement de tête. Exactement. Et cet homme, Étienne, est vivant. Aujourd'hui. Et non seulement vivant, il a hérité d'une partie considérable des terres de ton frère, bien avant que tu ne saches. L'assistante sociale a porté sa main à sa poitrine. Alors, l'héritage n'est pas seulement à lui? Jean-Pierre m'a regardé, avec regret. L'héritage a été divisé entre toi et ce petit-fils perdu de la famille Moreau. Vous deux êtes les seuls bénéficiaires. Mon estomac s'est serré. Et mon fils sait cela? Jean-Pierre a respiré profondément. C'est lui qui a trouvé le nom de cet homme. C'est lui qui a essayé d'entrer en contact. Il croyait que, s'il découvrait cette partie de l'héritage avant toi, il pourrait la négocier, peut-être même l'acheter en secret. Le gendarme a croisé les bras et saboté son propre père dans le processus. Exactement. Rien de ce que mon fils a fait n'était seulement de l'avidité. C'était du désespoir. Un désespoir basé sur une vérité que moi-même je n'ai jamais su. J'ai essayé d'absorber l'impact, mais Jean-Pierre a continué. Ton fils a trouvé ce petit-fils Moreau, et il a trouvé quelque chose de plus... Il a fermé les yeux, comme si choisir les mots était dangereux. Il a trouvé une lettre que ton père a écrite avant de mourir. Une lettre à ton sujet. Mon corps entier s'est raidi. À mon sujet? Jean-Pierre a hoché la tête. Oui, une lettre expliquant pourquoi ton père s'est éloigné de toi quand tu étais encore jeune. Pourquoi il traitait ton frère avec plus de proximité. Et pourquoi une partie de la famille a décidé de cacher ce secret pendant des décennies. J'ai presque perdu mon souffle. Cette lettre, a dit Jean-Pierre, n'est pas avec la France, n'est pas avec le ministère, n'est pas avec moi, ni avec ton frère, qui est déjà mort. Il a respiré profondément. Cette lettre est avec ton fils. Le silence a explosé dans la salle. Le gendarme a frappé la main sur la table. Alors c'est ça. C'est pour ça qu'il cachait des documents. C'est pour ça qu'il a essayé de te faire placer sous tutelle. Il avait besoin d'un contrôle total avant que cette lettre ne soit révélée. Jean-Pierre m'a regardé avec une douleur qui semblait ancienne. Étienne, cette lettre contient quelque chose sur toi, quelque chose que ton fils pensait pouvoir utiliser, quelque chose qu'il croyait qui te détruirait émotionnellement, et peut-être légalement. J'ai senti mes mains trembler. Et qu'y a-t-il dans cette lettre? Jean-Pierre a mis quelques secondes à répondre, puis il a dit, presque dans un murmure, quelque chose qui peut changer tout ce que tu sais sur ton passé et tout ce que tu crois savoir sur ton fils. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon cœur sous contrôle, mais la respiration elle-même semblait dénoncer que quelque chose en moi se préparait à affronter un type de vérité qui ne se révèle pas impunément. Chaque seconde semblait traîner une vie entière, et pendant que Jean-Pierre restait immobile, comme une statue sur le point de s'effondrer, j'ai senti que le poids de décennies commençait à se déplacer en moi, comme un sol se fendant lentement. Tant de souvenirs que je croyais perdus.
Le regard sévère de mon père, l'affection silencieuse de ma mère, la tension toujours présente entre mon frère et moi, les secrets jamais dits par les adultes dans des pièces où les enfants étaient vus mais pas entendus, ont commencé à ressurgir, non pas comme des souvenirs, mais comme des fragments d'un puzzle qui, jusqu'alors, n'avait jamais eu de sens. Et maintenant, à l'instant où tout semblait prendre forme, j'ai réalisé que peut-être toute ma vie avait été construite sur un sol instable, une fondation fissurée par des mensonges qui ne m'appartenaient jamais, mais qui, d'une certaine manière, m'ont défini. Jean-Pierre observait chaque changement sur mon visage sans oser interrompre. L'assistante sociale retenait sa respiration comme si assister à la chute d'une vérité était comme être témoin d'une catastrophe naturelle. Et le gendarme, autrefois sceptique, semblait maintenant respectueux, presque compatissant, comme quelqu'un qui réalise qu'il est devant un homme sur le point de découvrir que sa propre histoire est plus profonde et plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. J'ai finalement forcé la question avec une voix qui semblait venir de quelqu'un de beaucoup plus jeune et beaucoup plus vieux en même temps. S'il existe un frère que je n'ai jamais connu, s'il existe un fils de cet homme, s'il existe quelqu'un qui porte le sang Moreau sans que je le sache, alors que dit exactement cette lettre sur moi? Et Jean-Pierre, pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce bâtiment, a semblé hésiter non par peur, mais par véritable douleur. Il s'est approché, a légèrement baissé la tête, comme quelqu'un qui s'incline devant un monument ou devant une tragédie. Et alors il a dit avec la voix la plus basse, la plus chargée de poids et de culpabilité que j'ai jamais entendue. « Étienne, la lettre dit que tu n'es pas celui que tu as toujours cru être. La lettre dit que ta mère n'était pas ta mère. » Il a fallu plusieurs secondes avant que je puisse comprendre ce qui avait été dit, non pas parce que la phrase était confuse, elle était claire, cruelle et trop simple, mais parce que mon corps entier refusait de l'accepter. Le monde autour de moi a semblé tourner loin de moi, comme si quelqu'un avait tiré le sol et laissé seulement un écho, un vide, une absence. J'ai senti mes mains devenir froides. J'ai senti le poids de mes 80 ans non pas comme un âge, mais comme une pile de vies qui n'ont jamais été les miennes. Ma voix n'est pas sortie, mon esprit n'a pas traité, ma poitrine n'a pas réagi. Je suis simplement resté là, assis, immobile, essayant de comprendre que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai respecté, tout ce que j'ai souffert, n'était peut-être pas le fruit du destin, mais d'une histoire qui m'a été donnée à moitié. L'assistante sociale s'est approchée d'un pas, non pas pour interrompre, mais comme quelqu'un qui craint qu'une personne âgée ne tombe, ne s'évanouisse ou ne se brise face à une révélation si violente. Le gendarme, sans rien dire, a fermé son bloc-notes, comme si tout mot humain était trop petit pour accompagner la dimension de cette vérité. Jean-Pierre a continué, sachant qu'il n'y avait plus de retour possible. Ton père, l'homme que tu as appelé père, l'homme qui t'a enseigné l'honneur, le travail, la dignité, il t'a élevé, oui, mais il n'était pas ton père biologique. Et ta mère, la douce femme que tu as juré de protéger, que tu as enterrée avec de vraies larmes, elle savait, tout le monde savait, sauf toi. J'ai senti une pointe dans ma poitrine, non pas une douleur physique, mais une tristesse si profonde qu'elle semblait traverser des générations. Jean-Pierre a continué, révélant chaque couche comme quelqu'un qui déterre un corps ancien. Ton père a eu une liaison, une femme, une seule nuit qui s'est transformée en grossesse. Ta mère, déjà mariée, a accepté de t'élever comme son propre fils. Mais ton père n'a jamais surmonté la culpabilité. Il s'est éloigné de toi pour éviter de montrer du favoritisme, parce que, au fond, tu étais le rappel vivant de son erreur. Mon cœur brûlait. Et mon frère, Jean-Pierre a soupiré. Il savait. Et c'est pourquoi il a toujours semblé distant, protecteur, ambivalent. Il était le fils légitime. Tu étais le fils qu'il avait promis de protéger, mais aussi le fils qui rappelait à tous une blessure que la famille n'a jamais pu guérir. Pendant un bref moment, j'ai ressenti de la colère, ensuite de la tristesse, puis un type de soulagement étrange, parce que, d'une certaine manière, cela expliquait toute une vie de silence, de distance, de rigidité émotionnelle que je n'ai jamais comprise. Mais il manquait une pièce, la plus importante.
Alors mon fils, il a utilisé cela contre moi? Jean-Pierre a hoché la tête, avec honte. Il a trouvé la lettre. Et il a cru qu'il pourrait détruire ta stabilité émotionnelle, obtenir le contrôle de tes documents et, ainsi, prendre ton héritage avant tout autre Moreau. Mais ce qu'il ne savait pas, il s'est approché plus près et a complété, c'est qu'il y a encore un autre nom dans le registre français, et cette personne vient ici. Silence. J'ai respiré profondément. Mon destin n'était pas seulement de découvrir qui j'étais, mais d'affronter qui arrivait. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Le commissariat était devenu une scène de théâtre où chaque acteur attendait l'entrée du personnage principal. Jean-Pierre restait vigilant, ses yeux fixés sur la porte d'entrée. L'assistante sociale feuilletait nerveusement des papiers qu'elle ne lisait même pas. Le gendarme avait appelé des renforts, comme si ce qui allait arriver nécessitait plus de témoins, ou plus de protection. Et moi, assis sur cette chaise inconfortable en plastique bleu typique des administrations françaises, je sentais mon existence entière se redéfinir. 80 ans de certitude s'effondrant comme un château de cartes. Qui étais-je vraiment? Fils de qui? Héritier de quoi? La sonnette du commissariat a retenti à nouveau. Cette fois, le son a semblé plus fort, plus définitif. Jean-Pierre s'est levé instinctivement. Le gendarme a ajusté son uniforme. L'assistante sociale a pris une profonde inspiration. La porte s'est ouverte. Un homme est entré. Grand, dans la soixantaine, les cheveux gris, soigneusement coiffés, portant un costume 3 pièces qui criait « Vieille bourgeoisie française ». Il tenait une mallette en cuir brun usée par les ans. Mais ce qui m'a immédiatement frappé, ce qui m'a coupé le souffle, c'était son visage. C'était comme regarder dans un miroir du temps. Les mêmes yeux verts que je voyais chaque matin dans mon reflet. La même forme du nez, la même ligne de la mâchoire. C'était moi. Mais ce n'était pas moi. L'homme s'est arrêté à l'entrée de la salle, son regard balayant la pièce, jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Nous nous sommes simplement regardés, deux étrangers qui partageaient quelque chose de plus profond que la familiarité. Nous partagions le sang. « Étienne Moreau ?» a-t-il finalement demandé, sa voix grave, teintée d'un accent du sud de la France. « Oui », ai-je répondu, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts pour paraître ferme. L'homme a fait quelques pas en avant, puis s'est arrêté à nouveau comme s'il hésitait. « Mon nom est Philippe Moreau, et je crois que nous partageons plus qu'un nom de famille. » Le gendarme s'est avancé. « Monsieur Moreau, le second Monsieur Moreau, nous vous attendions. Les documents que vous avez envoyés ont été vérifiés. Tout est authentique. » Philippe a hoché la tête, puis s'est tourné vers moi. « Je n'ai découvert ton existence qu'il y a 6 mois. Quand le notaire de Villefranche-sur-Saône m'a contacté concernant l'héritage de ton frère, notre frère. J'ai passé des mois à essayer de comprendre comment c'était possible. Comment nous pouvions partager le même père sans jamais nous être rencontrés. » Jean-Pierre s'est éclairci la gorge. « Monsieur Philippe, vous avez mentionné au téléphone que vous aviez des informations concernant le fils d'Étienne. » Le visage de Philippe s'est assombri. « Oui. Ton fils, Étienne, m'a contacté il y a 3 mois. Il savait pour moi, avant même que je sache pour toi. Il m'a proposé un arrangement. Si je renonçais à ma part de l'héritage, il me paierait une somme forfaitaire, une somme ridicule comparée à la valeur réelle des propriétés. » Mon estomac s'est retourné. Mon propre fils, négociant dans mon dos, essayant de dépouiller un homme qu'il considérait comme un obstacle. « J'ai refusé, bien sûr, » a continué Philippe, mais il est devenu insistant, puis menaçant. Il a dit qu'il avait des moyens de te faire déclarer inapte de prendre le contrôle de ta part de l'héritage et qu'ensuite il s'occuperait de moi. L'assistante sociale a noté furieusement chaque mot. Le gendarme a murmuré quelque chose dans son radio. Philippe a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. J'ai gardé tous ces messages, tous ces emails, toutes les preuves de ces tentatives de manipulation et de corruption. Il a posé les papiers sur la table devant nous. J'ai vu des impressions d'emails, des transcriptions de messages WhatsApp, même des enregistrements de conversations téléphoniques.
Mais il y a quelque chose de plus important, a dit Philippe, sa voix se faisant plus douce, plus personnelle. Il a sorti une enveloppe jaunie par le temps. Le notaire m'a donné ceci, c'est une lettre de notre père, la vraie lettre, celle qu'il a écrite avant de mourir. Mon cœur a cessé de battre pendant un instant. Philippe me l'a tendue. Elle t'est adressée, Étienne. Tu as le droit de la lire en privé si tu préfères. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Elle était lourde, non pas de poids physique, mais de décennies de secrets. J'ai regardé autour de moi, tous les yeux étaient sur moi. Non, ai-je dit, s'il y a quelque chose dans cette lettre qui concerne ma vie, qui concerne notre famille, alors que ce soit dit devant témoins, plus de secrets, plus de mensonges. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts maladroits. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, plusieurs pages de l'écriture tremblante d'un homme âgé. « Mon cher Étienne », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que la vérité que j'ai gardée toute ma vie doit enfin être révélée. Je ne cherche pas ton pardon, je ne le mérite pas. Je cherche seulement à t'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Ma voix tremblait en lisant à haute voix. Ta mère, la femme que tu as toujours connue comme ta mère, était ma femme, et elle t'a aimé comme son propre fils. Mais ta mère biologique était une femme nommée Marguerite Beaumont, une femme avec qui j'ai eu une brève liaison avant mon mariage. Quand elle est tombée enceinte, j'étais déjà fiancé à ta mère, à celle que tu as connue comme ta mère. Les larmes ont commencé à brouiller ma vision, mais j'ai continué. Marguerite est morte en te donnant naissance. Sur son lit de mort, elle m'a fait promettre de t'élever, de te donner le nom Moreau, de faire de toi un fils légitime. Ta mère, mon épouse, a accepté, avec une générosité que je n'ai jamais méritée. Mais le poids de ce secret m'a éloigné de toi. Chaque fois que je te regardais, je voyais Marguerite, je voyais ma trahison, je voyais ma faiblesse. Ma voix s'est brisée. Jean-Pierre a posé une main réconfortante sur mon épaule. Ton frère, le fils que j'ai eu avec mon épouse, a toujours su la vérité. Je lui ai fait promettre de te protéger, de ne jamais révéler ce secret de mon vivant. Il a gardé cette promesse, même si cela a créé une distance entre vous que je regrette profondément. J'ai dû m'arrêter pour essuyer mes yeux. Et Philippe est né d'une autre erreur, des années plus tard, une liaison unique avec une femme de Marseille. Je n'ai jamais été l'homme que je prétendais être, Étienne. J'ai été un lâche, un menteur, un homme qui a créé des familles entières basées sur des mensonges. Philippe regardait par terre, ses propres yeux humides. Mais toi, Étienne, tu as été meilleur que moi. Tu as vécu avec honneur, avec dignité, avec la force que je n'ai jamais eue. C'est pourquoi je te laisse tout. Les terres, les vignobles, l'argent, tout cela t'appartient de droit. Et à Philippe aussi, car il porte notre sang et mérite sa place dans la famille Moreau. Ma voix était à peine un murmure maintenant. J'espère qu'un jour, tu pourras comprendre, sinon pardonner. J'espère que tu trouveras dans cette vérité non pas une raison de me haïr, mais une raison de vivre pleinement, libéré enfin des ombres que j'ai créées. La lettre se terminait simplement. Ton père qui ne méritait pas ce titre. Le silence dans la salle était absolu. Même les bruits de la rue dehors semblaient s'être tus. Philippe s'est finalement approché de moi. « Je ne suis pas venu ici pour prendre ce qui t'appartient, Étienne. Je suis venu parce que nous sommes frères, et les frères doivent se tenir ensemble, surtout face à ceux qui essaient de nous détruire. » J'ai regardé cet homme, ce frère que je n'avais jamais connu, et j'ai vu, non pas un étranger, mais une partie de moi-même que j'avais toujours sentie manquante. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» ai-je demandé, ma voix retrouvant peu à peu sa force. Le gendarme s'est avancé. « Maintenant, avec toutes ces preuves, nous allons convoquer votre fils, et cette fois, il devra répondre non seulement de ses actes envers vous, mais aussi de ses tentatives de fraude envers monsieur Philippe. » Jean-Pierre a ajouté, « Et avec 2 héritiers légitimes unis, n'importe quel tribunal français confirmera vos droits. Votre fils n'a aucune chance légale. » L'assistante sociale a souri pour la première fois. « Monsieur Moreau, les 2 messieurs Moreau, nous allons nous assurer que justice soit faite. » Je me suis levé lentement, m'appuyant sur ma canne.
Philippe s'est approché et sans un mot, m'a offert son bras. Ensemble, nous nous sommes tenus debout. Deux frères réunis par le destin, prêts à affronter ce qui allait venir. Il y a quelque chose que je veux que vous sachiez, ai-je dit à tous ceux présents. Pendant 80 ans, j'ai vécu dans l'ombre des secrets d'autres personnes. J'ai laissé la peur et la honte me guider. Mais aujourd'hui, maintenant, je choisis de vivre dans la lumière. Quelle que soit la vérité, quel que soit le passé, je ne me cacherai plus. Philippe a serré mon bras. Et tu n'es plus seul. La porte du commissariat s'est ouverte à nouveau. Cette fois, c'étaient 2 gendarmes accompagnant quelqu'un que je connaissais trop bien. Mon fils. Il est entré, les mains menottées, le visage pâle, les yeux élargis de peur et de confusion. Quand son regard a rencontré le mien, puis celui de Philippe, j'ai vu la réalisation se dessiner sur son visage. Il savait que tout était fini. « Papa !» a-t-il commencé, mais sa voix s'est éteinte. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais élevé, que j'avais aimé, qui m'avait trahi de la manière la plus profonde. Et j'ai ressenti non pas de la haine, mais de la pitié. « Tu pensais que j'étais faible ?» ai-je dit calmement. « Tu pensais que tu pouvais me manipuler, me voler, me détruire, mais tu as oublié quelque chose d'essentiel. » J'ai fait un pas vers lui, Philippe toujours à mes côtés. « Tu as oublié que la vérité finit toujours par émerger, et que la famille, la vraie famille, se tient ensemble. » Le gendarme a commencé à lire les accusations formelles. Fraude, tentative d'escroquerie, abus de confiance, tentative de placement abusif sous tutelle. La liste était longue. Mon fils a tenté de parler, de s'expliquer, de se justifier. Mais ces mots se perdaient dans l'air, vides de sens. Jean-Pierre s'est approché de moi. « Qu'est-ce que tu veux faire, Étienne ? Tu peux déposer plainte ou tu peux proposer un arrangement familial ?» J'ai regardé mon fils. Dans ses yeux, j'ai vu non pas le monstre que ses actions suggéraient, mais l'enfant qu'il avait été, l'homme qu'il aurait pu devenir. « Je veux qu'il réponde de ses actes, » ai-je dit fermement, « mais je veux aussi qu'il ait une chance de devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Justice, oui, mais aussi rédemption, s'il la mérite. » Le gendarme a hoché la tête. « Nous procéderons selon la loi. Il y aura un procès. Un juge décidera. » Mon fils a été emmené. Ses derniers regards vers moi, mélange de reproches et de supplications muettes. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai senti quelque chose en moi se libérer. Un poids que j'avais porté toute ma vie, le poids des secrets, des mensonges, de la honte qui n'était même pas la mienne, s'est envolé. Philippe m'a regardé. « Qu'allons-nous faire maintenant, frère ?» J'ai souri, vraiment souri, pour la première fois depuis des années. Nous allons rentrer à la maison, à notre maison, à Lyon, au vignoble de Beaujolais, et nous allons commencer une nouvelle histoire, une histoire sans secret, sans mensonge, sans ombre. Jean-Pierre s'est approché. « Tu as besoin de quelque chose d'autre ?»« Oui, ai-je dit. J'ai besoin que tu continues d'être mon ami, parce que les amis qui se tiennent à vos côtés dans les moments les plus sombres sont les vrais trésors de la vie. » L'assistante sociale nous a remis tous les documents nécessaires, les preuves de l'héritage, les certificats de propriété, les papiers officiels qui prouvaient que Philippe et moi étions les légitimes héritiers de tout ce que la famille Moreau avait construit pendant des générations. En sortant du commissariat, le soleil de l'après-midi de Lyon brillait avec une intensité particulière. Philippe et moi avons marché côte à côte, 2 frères réunis par le destin, liés non pas par les mensonges du passé, mais par la vérité du présent. « Tu sais, » a dit Philippe alors que nous marchions vers sa voiture, « je pensais que découvrir la vérité sur ma naissance serait la fin de quelque chose. Mais maintenant, je réalise que c'est un commencement. » « C'est exactement ça, » ai-je répondu. « Un commencement. À 80 ans, je découvre que la vie peut encore me surprendre, peut encore m'offrir des cadeaux inattendus. » Nous sommes montés dans sa voiture, une Citroën classique qui sentait le cuir et l'histoire.
Alors que nous roulions à travers les rues de Lyon, ma ville natale, j'ai regardé les façades des immeubles, les cafés avec leurs terrasses bondées, la Saône qui coulait paisiblement. « Tu sais ce qui est étrange ?» ai-je dit. Pendant toutes ces années, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et maintenant, je sais ce que c'était. Ce n'était pas seulement la vérité sur mon passé, c'était toi. C'était cette connexion, cette famille que je ne savais pas avoir. Philippe a souri. Je ressens la même chose. Pendant toute ma vie, j'ai été le fils illégitime, l'erreur, celui dont on ne parlait pas. Mais maintenant, j'ai un frère, j'ai une place dans cette histoire. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Puis Philippe a dit « Qu'allons-nous faire des propriétés? Des vignobles ?» « Nous allons les faire prospérer, ai-je répondu sans hésitation. Ensemble, nous allons honorer la terre que notre père n'a jamais su honorer. Nous allons créer quelque chose de bien à partir de tout ce chaos. J'aimerais ça, a dit Philippe. J'ai toujours rêvé de travailler la terre, de produire du vin, mais je n'ai jamais eu les moyens. Eh bien, maintenant tu les as. Nous les avons. Nous sommes arrivés à un petit café sur les quais de la Saône. Philippe s'est garé et nous sommes entrés. Le propriétaire, un vieil homme avec une moustache impressionnante, nous a salués chaleureusement. « 2 verres de Beaujolais, s'il vous plaît, » a commandé Philippe. Quand les verres sont arrivés, j'ai levé le mien. À la vérité, à la famille et au nouveau commencement. Philippe a fait teinter son verre contre le mien. À la vérité, à la famille et à ne plus jamais laisser les secrets nous définir. Nous avons bu en silence, savourant le vin qui venait peut-être de nos propres terres, de vignes que nous n'avions pas encore visitées, mais qui nous appartenaient déjà. « Tu sais ce que je vais faire demain ?» ai-je demandé. « Quoi ?» « Je vais aller sur la tombe de ma mère, de celle qui m'a élevé, et je vais la remercier de m'avoir aimé quand elle n'y était pas obligée, la remercier d'avoir gardé le secret pour me protéger. Et je vais lui dire que je comprends maintenant, que je comprends tout. » Philippe a hoché la tête. « C'est beau. Et moi, je vais essayer de retrouver des informations sur ma propre mère, celle que je n'ai jamais connue. Peut-être qu'elle a de la famille quelque part, qui ne sait même pas que j'existe. »« Nous ferons ça ensemble, » ai-je dit. Parce que c'est ce que font les frères. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Lyon en nuances d'orange et de rose. J'ai regardé Philippe et j'ai vu non seulement mon frère, mais aussi un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. « Tu sais, » ai-je dit, « quand mon fils m'a expulsé de sa maison ce matin, j'ai pensé que ma vie était finie, que j'avais perdu tout ce qui comptait. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas une fin, c'était une libération. » Une libération de quoi? De l'illusion. De l'idée que la famille est seulement définie par le sang ou par les mensonges que nous nous racontons. La vraie famille, c'est ceux qui choisissent de se tenir à vos côtés. Comme toi, comme Jean-Pierre, comme ces gendarmes et cette assistante sociale qui ont cru en moi quand mon propre fils ne le faisait pas. Philippe a souri. « Tu es un sage, vieux frère. »« Non, » ai-je ri. « Je suis juste un homme qui a vécu assez longtemps pour voir que la vie a un sens de l'humour très particulier. Elle vous prend tout, puis vous rend le double. » Nous avons fini nos verres et sommes sortis dans la douce soirée lyonnaise. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant une atmosphère magique. « Où allons-nous maintenant ?» a demandé Philippe. « Chez toi ou chez moi, peu importe, » ai-je répondu. « Parce que maintenant, partout où tu es, c'est chez moi, et partout où je suis, c'est chez toi. » Nous avons marché le long de la rivière. 2 frères réunis par le destin, liés par la vérité, libérés des secrets du passé et prêts à embrasser l'avenir. Et alors que nous marchions, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. La vie ne s'arrête jamais de nous surprendre. Même à 80 ans, même après avoir pensé que tout était dit et fait, la vie peut encore vous offrir des miracles. La vie peut encore vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez jamais été seul. Parce que quelque part, dans les méandres complexes de l'histoire et du sang, il y a toujours quelqu'un qui vous attend. Quelqu'un qui partage votre histoire, votre douleur, votre espoir.
Et quand vous trouvez cette personne, quand vous trouvez cette famille que vous ne saviez pas avoir, c'est alors que la vraie vie commence. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, laissez-moi vous dire ceci. La vie se retourne toujours contre ceux qui pensent qu'ils peuvent tout contrôler par la manipulation et le mensonge. Mais elle récompense ceux qui persistent, ceux qui restent debout, même quand tout semble perdu. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Partagez vos propres histoires de résilience et de vérité découverte, parce que chaque histoire mérite d'être racontée, et chaque vérité mérite de voir la lumière. Likez cette vidéo si cette histoire vous a touché, et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment. La vie continue. Et parfois, les meilleures parties ne font que commencer.